suis ravie de vous accueillir dans ce premier webinaire qui est donc consacré à votre grossesse dans le contexte d'épidémie de coronavirus. On prend ce petit temps pour vous informer sur les conséquences que ce virus a sur la vie quotidienne de la maternité et puis surtout sur vos vies de futurs parents. Alors nous sommes 3 à intervenir cet après-midi. Le docteur Elisa Darigo, pédiatre, Sylvie de Coninck, sage-femme en hospitalisation, consultante en lactation, et donc moi-même, je suis Aline Delgranche, gynécologue. Devait nous rejoindre Marie-Céline Leroux, qui est sage-femme en consultation, en acupuncture et en préparation à la naissance. Elle est malheureusement retenue par un impératif familial et donc je tenterai de porter sa voix. Dans les suites de notre présentation, nous vous laisserons poser vos questions via un chat. Pour le bon déroulement de la séance, nous vous demandons de vous connecter en silencieux et donc vous pouvez au fur et à mesure poser vos questions par écrit. Cette session sera enregistrée et elle sera déposée en replay sur le site internet du GHICL dans la rubrique maternité. Ça ne fonctionne pas, alors c'est pas grave, tu vas passer en diapo. Donc, le coronavirus, c'est ce petit virus dont tout le monde parle depuis bien longtemps, qui donne dans la majorité des cas un syndrome viral simple. Certaines personnes sont porteuses de ce virus sans avoir aucun signe et d'autres personnes, par contre, peuvent développer des formes graves. On connaît maintenant le profil des personnes à risque de développer une forme grave. Ce sont plus volontiers des hommes, volontiers de plus de 60 ans, ayant des pathologies antérieures. Ceci dit, les femmes enceintes au 3e trimestre sont considérées également comme personnes à risque de développer une forme sévère, ce qui nécessite pour nous et pour vous d'être particulièrement vigilants au respect des gestes barrières. Alors, juste pour vous donner une idée, nous avons eu jusqu'à présent, donc depuis mi-mars, dans notre maternité, 4 futures mamans qui ont présenté des symptômes. Et par chance, nous avons eu une patiente qui avait une symptomatologie grave. Alors, en raison de la relative fragilité des femmes enceintes ou des femmes qui viennent d'accoucher face à ce virus, la levée des mesures de confinement se fait plus tardivement et plus fragilement dans les maternités que dans les autres espaces publics. Une femme enceinte porteuse du virus ne le transmet pas à son bébé pendant la grossesse. Le virus n'a pas été retrouvé ni dans le liquide amniotique ni dans le lait maternel. À ce jour, les nouveau-nés qui peuvent avoir une infection ont eu cette infection secondairement après la naissance par les transmissions classiques, c'est-à-dire par voie aérienne ou par voie manuportique. Je peux passer. Les maternités sont amenées à suivre les recommandations de plusieurs instances qui donc règlent l'organisation des maternités, donc le Collège national des gynécos, le CNGOF, l'HAS, la Haute Autorité de Santé, et également la Société française de néonates pour la partie pédiatrique. Alors, les grandes lignes des recommandations que nous donnent ces sociétés sont les suivantes. Je vous en ai fait un résumé. Le suivi des grossesses doit s'orienter autour des 3 échographies de dépistage, donc qui sont absolument maintenues. Le suivi des patientes à bas risque. Alors, une patiente à bas risque, c'est une patiente qui n'a pas de pathologie et qui a une grossesse sans complications. Donc, le suivi de ces patientes à bas risque doit s'articuler avec l'offre de soins proposée en ville. J'entends par là les sages-femmes libérales, les médecins généralistes ou les médecins gynécologues. Il doit y avoir possibilité de téléconsultation en fonction du risque et du terme, et il faut s'organiser en regroupant les différents rendez-vous dans l'idée de
faire bouger les patientes le moins possible. Il faut renforcer le suivi des patientes qui ont une suspicion de Covid. Et là, pour le coup, ce suivi est vraiment organisé en téléconsultation. Les instances nous disent également qu'il faut maintenir la préparation à l'accouchement et que celle-ci doit se faire en téléconsultation et qu'il faut proposer un dépistage des femmes susceptibles de porter le virus avant les hospitalisations programmées. Tu peux passer. Je vais donc vous expliquer comment on s'organise à Saint-Vincent. Donc, nous avons décliné à Saint-Vincent les recommandations du CNGOF, de l'HAS et de la Société française de néonates. Alors, avant de poursuivre, je suis obligée de vous dire que les informations que je vous donne aujourd'hui peuvent être amenées à évoluer dans les semaines à venir en fonction de l'actualité. Ceci dit, cela me paraît assez peu probable car on a tout de même l'impression actuellement d'être dans une phase qui paraît stabilisée avec un virus qui circule de façon moins importante qu'auparavant. Alors, nous espérons évidemment un assouplissement des consignes, hein, ce serait le signe d'une très bonne évolution, mais on a également en tête que si l'épidémie repart, on pourrait être amené à renforcer à nouveau les conditions d'entrée dans l'établissement. On espère vraiment que non. Donc, pour la suite de cette conférence, on va poursuivre notre circuit dans la maternité en allant faire un petit tour en consultation, puis dans le secteur urgence bloc, le lieu des accouchements, puis au deuxième étage dans le service d'hospitalisation. On terminera par quelques mots absolument importants sur la préparation du retour à domicile. Alors, dans le secteur des consultations, la première règle, c'est que on ne peut vous accueillir que si vous n'avez aucun symptôme évocateur. Donc, les symptômes évocateurs, c'est ce qu'on entend à la télé en permanence, la fièvre, la toux, la gêne respiratoire, le fait de ne pas sentir ou de ne pas avoir de goût, le syndrome viral en général, et ça peut être également des signes digestifs. Si vous avez ces signes, vous devez vous rapprocher de votre médecin traitant et en dehors de l'urgence, vos rendez-vous seront reprogrammés. Le port du masque est obligatoire dans tous les locaux de la maternité, donc y compris en consultation. Et comme dans tous les lieux de tous les hôpitaux, la patiente est accueillie seule. Le but est vraiment d'avoir le moins de personnes possible dans les différents accueils, dans les couloirs, dans les zones d'attente, dans les salles d'examen. Alors, on a pu faire une exception parce que l'HAS et le Collège des gynécos nous ont donné l'autorisation. Donc, une exception est faite pour les échographies et on est bien heureux de pouvoir à nouveau, depuis mi-mai, accueillir la présence des conjoints. Alors, le conjoint est uniquement le conjoint. Il ne s'agit pas de faire venir d'autres membres de la famille. Les enfants sont interdits. Alors, dans le secteur consultation, mais je le redirai dans tous les autres secteurs également. Et la condition pour que le conjoint puisse venir, c'est qu'il n'ait lui-même aucun symptôme. Alors, on a fait 3 petits films qui vous permettront de voir le circuit qui est organisé. Alors, on commence par le petit film de l'arrivée aux consultations. Quand vous avez un rendez-vous en consultation, vous rentrez par la passerelle de l'hôpital et vous êtes accueilli par une de ces personnes qu'on appelle les gilets bleus. La personne va prendre votre température, demander si vous avez des symptômes et vous inviter à vous laver les mains. Elle vous demandera si vous avez un rendez-vous de consultation, vous lui montrerez votre convocation et elle vous invitera, une fois qu'elle a vérifié que vous avez vraiment le rendez-vous, à descendre en consultation. Donc, on prend l'escalier en bois qui traditionnellement nous emmène jusqu'aux consultations. Et on rentre dans le secteur des consultations. Donc, on vous aura demandé auparavant de préparer vos différents papiers.
Vous êtes accueillis par nos secrétaires de consultation et donc on s'est organisé pour que la distanciation sociale soit préservée. On est très heureux d'avoir un nouvel accueil qui est magnifique. On a des nouveaux fauteuils qui sont beaucoup plus confortables que les anciens. Et puis, ils commencent leur petite vie, ces nouveaux fauteuils, par avoir une place sur deux qui est condamnée. Vous patientez devant la salle où vous avez rendez-vous et vous serez accueilli par votre consultante ou votre consultant. Donc, tout le monde porte un masque, hein, et vous et nous. On vous invitera à vous laver les mains avec de la solution hydroalcoolique. Et je tiens à vous préciser que entre chaque patiente, on fait une désinfection totale des sièges, des tables, donc de la bureautique et des tables d'examen et du petit matériel. Donc pour ce qui est de l'organisation de la consultation, on travaille au quotidien à grouper les différents rendez-vous. L'idée, c'est d'essayer de ne pas vous faire venir pour un seul rendez-vous. Et donc on essaie de grouper consultation et échographie, ce qui n'est pas toujours facile en fonction des agendas, mais c'est vraiment une préoccupation du quotidien. Alors, certaines consultations prénatales peuvent se faire en téléconsultation. Il faut savoir que c'est un moyen qui n'est pas adapté à toutes les consultations prénatales. Pour avoir droit à une téléconsultation en prénatal, il faut vraiment ne pas avoir de facteurs de risque, ne pas avoir de pathologie, pouvoir avoir une prise de tension à domicile et avoir un bébé qui bouge absolument bien. Il faut savoir qu'en téléconsultation, par exemple, on ne peut pas écouter les bruits du cœur du bébé. Donc, ces téléconsultations, elles sont réservées uniquement à ces situations très précises et uniquement au premier et au deuxième trimestre, et évidemment, à condition que ce soit votre demande. Et on se rend compte en pratique que cette demande, elle n'est pas très forte de la part de nos patientes. Alors, on ne vous fait pas venir exprès juste pour une consultation d'anesthésie ou pour une consultation de diabétologie. Ces consultations, elles sont soit groupées avec une autre visite, soit faites, elles, en téléconsultation, parce que finalement, ces consultations-là, elles se prêtent aisément à la téléconsultation. Alors après, j'ai fait quelques diapos sur les autres propositions de rendez-vous qu'on peut faire dans le secteur des consultations. Alors, l'acupuncture, on a maintenu des consultations d'acupuncture parce qu'on sait qu'on a des femmes qui ont des besoins non reportables d'acupuncture parce qu'elles ont vraiment des petits maux de grossesse très très invalidants ou des bébés en présentation du siège. Donc en fait, ces consultations d'acupuncture sont maintenues sur prescription. Alors avec les mêmes règles que pour les autres consultations, à savoir vous venez seul, pas d'accompagnant et vous portez un masque. La sage-femme qui fait de l'acupuncture, qui est donc Marie-Céline qui ne peut pas être là, ou Aude ou Isabelle, peuvent également faire des prescriptions d'homéopathie dans les suites de cette consultation. Alors, concernant la consultation d'homéopathie et la consultation de tabacologie, on est en cours de s'organiser pour qu'elles soient faites en téléconsultation. La consultation d'homéopathie, elle a donc pour but de traiter ce qu'on appelle les petits maux de la grossesse, mais aussi de préparer à l'accouchement, et donc elle est assortie d'une prescription d'homéopathie. Et la consultation de tabacologie a pour but de vous aider à diminuer ou arrêter votre consommation de tabac. Alors, dans la consultation de tabaco, il y a un interrogatoire et la mesure du CO expiré via une petite machine qui s'appelle un testeur. Alors ça, c'est pas possible en téléconsultation, mais on pense qu'on peut, pour cette période-ci, s'affranchir de cette petite machine. Et donc, je pense que rapidement, vous pourrez avoir ces consultations disponibles en téléconsultation.
Concernant la préparation à la naissance, donc elle se fait depuis cette semaine en visioconférence, hein, donc via le même outil que celui sur lequel vous vous êtes connecté là. C'est des visioconférences d'1h30. Il faut vous inscrire au secrétariat des consultations, vous connecter 15 minutes avant. Et puis, alors c'était possible en présentiel déjà, mais ça l'est encore tout autant en visioconférence. Les papas sont évidemment les bienvenus. On a 2 offres différentes en préparation à la naissance. Les cours de sophrologie, donc qui sont dispensés par Chantal le jeudi, qui vous informe sur les différentes phases de la grossesse, de l'accouchement, de l'accueil du bébé, et qui peut travailler avec vous, donc en visio, sur les postures de Gasquet et finir sa séance par de la sophrologie. Et Marie-Céline, donc, dont on excuse l'absence, qui vous propose des séances de Qigong. Donc, le début est identique avec tout un tas d'informations, un travail en posture de Gasquet et également des apprentissages à l'automassage, des enchaînements de santé et un temps de méditation. Nos consultations de pédopsychiatrie ont été maintenues et à la demande de l'équipe de périnatologie, elles ont été maintenues en présentiel. Alors, on va quitter le secteur des consultations pour passer dans le secteur des urgences et du bloc. Et donc, on va commencer par un petit film à nouveau qui va nous permettre de comprendre le circuit. Donc, l'accueil aux urgences est assujetti aux mêmes règles que la consultation. Vous êtes accueilli par une personne en gilet bleu qui va vous poser les mêmes questions, qui va vous demander de vous laver les mains et puis qui va vous orienter vers l'entrée des urgences. On vous donnera évidemment un masque, hein. Je vous rappelle que le masque vous est donné à toutes les étapes. Si vous avez un masque, vous pouvez amener votre propre masque, c'est très bien ainsi. Et donc, on rentre dans le secteur des urgences et vous sonnez. Et quelqu'un du personnel vient vous accueillir, il vous reposera les questions, avez-vous de la fièvre ou des signes évocateurs, etc. Si vous répondez non aux questions, vous serez prié de patienter en salle d'attente. Donc ça, c'est notre salle d'attente traditionnelle. Si jamais vous avez des signes spécifiques qui peuvent faire évoquer une maladie Covid, on vous accueillera dans notre pièce spécifique, qui est donc à l'entrée des urgences. On a fait une pièce spécifique parce que si on est amené à s'occuper de vous dans ces conditions-là, il faut qu'on puisse avoir un habillement et des précautions pour nous spécifiques. Donc ça, c'est une salle qui permet donc de vous accueillir dans le contexte de maternité. Il y a tout ce qu'il faut, le monito, tout ce qu'il faut s'il faut faire des prises de sang. Et puis ça permet aussi de faire de la gynéco. Si donc vous n'avez pas de signe et que vous rentrez dans le secteur des urgences, on est alors exactement dans le circuit habituel avec la salle d'accueil de la sage-femme, des salles pour faire des monitorings juste à côté. Et puis si vous êtes en travail, on rentre dans les salles d'accouchement où il y a nos salles traditionnelles et l'une de ces salles qui a été réservée pour les patientes en situation de Covid. C'est le même principe, il faut nous qu'on ait un sas pour nous habiller, pour nous mettre en condition de façon spécifique. Pour le reste, ça n'a pas changé. Notre salle nature fonctionne toujours selon les critères qu'on a établis, de la patiente qui souhaite un accouchement le plus physiologique possible et évidemment à condition de ne pas avoir de symptômes. Juste un petit détour par notre salle de césarienne. On sait qu'il y a toujours la possibilité d'un accouchement par césarienne. Je tenais à vous rappeler que, en l'absence de symptômes évocateurs, le papa peut rentrer avec vous en salle de césarienne. Voilà. Alors, quid de l'accompagnant pour le moment de l'accouchement ?
Alors, dans le secteur des urgences, il n'y a pas d'accompagnant possible. C'est-à-dire quand vous entrez aux urgences, vous y entrez seul. Par contre, si dans les suites de l'examen de la sage-femme, vous êtes en travail et vous passez en salle de naissance, là, votre conjoint pourra rentrer avec vous. Et donc, toujours dans l'idée de faire le moins possible d'allées et venues, on demandera à votre conjoint de se confiner dans votre salle d'accouchement, à condition qu'il n'ait pas de symptômes, etc., qu'il respecte les gestes barrières. Comme ça peut durer quelquefois un peu longtemps, il est préconisé peut-être d'avoir une petite collation avec lui, et puis on demandera d'avoir tout de suite toutes les valises nécessaires. Alors, on passe dans le secteur d'hospitalisation avec un dernier petit film. Alors vous aurez juste accouché et de ce fait, vous rentrerez dans le secteur d'hospitalisation accompagné par un professionnel. Donc vous prendrez pour vous un ascenseur dédié avec votre bébé, etc. Donc le secteur d'hospitalisation est au 2e étage. Je vous fais là le circuit de votre conjoint qui pourrait venir vous rendre visite et on vous expliquera tout à l'heure les restrictions possibles pour les visites. Donc votre conjoint, il arrive par le hall principal, il prend l'ascenseur, l'idéal pour entrer en maternité, c'est l'ascenseur B. Il se rend au 2e étage. Et au 2e étage, c'est un service qui est resté assez traditionnel, hein, avec nos chambres de grossesse pathologique et des chambres pour accueillir maman et bébé, les chambres d'accoucher. Et selon le même principe que les autres secteurs, on a dédié quelques chambres aux patientes qui peuvent être affectées par la maladie Covid. Et à nouveau, ces chambres ont pour but, pour nous, d'avoir un petit sas où on puisse se préparer pour vous accueillir dans les conditions les meilleures possibles. Voilà, donc ça, c'est juste l'entrée dans une chambre qui est voilà, la chambre traditionnelle de maternité. Alors, je profite de la fin de ce petit film pour répondre à 2 questions qui nous arrivent par le chat. La première, c'est en cas de déclenchement, le conjoint peut-il rester dans la chambre? Donc oui, à partir du moment où vous êtes en travail ou la période avant, pendant le déclenchement, votre conjoint peut rester. Juste, s'il reste avec nous, il s'engage à rester dans la chambre avec vous et à ne pas demander à sortir et re-rentrer plusieurs fois de suite. Et l'autre question du chat, on en reparlera peut-être après, c'est la question de la fratrie. Les frères et sœurs pourront-ils bientôt être autorisés à venir rencontrer le bébé? Eh bien, je n'ai malheureusement pas de réponse encore à ce jour, puisque comme je vous ai expliqué, on dépend des recommandations émises par le Collège national des gynécos et par la HAS, et pour l'instant, c'est clairement non. Donc, on n'a pas de visibilité à ce propos, mais on a tout de même l'impression que là, on arrive en juin. De vous à moi, mon sentiment, c'est plutôt qu'on se prépare à travailler comme ça pour le temps de l'été. Mais c'est très intuitif, hein, et dans tous les cas, pour lever cette restriction-là, on sera obligé d'attendre les recommandations du collège et de la HAS. Alors, juste une dernière chose, et puis je passe la parole à Sylvie. Ça va arriver à partir de la semaine prochaine. On nous demande maintenant, pour les hospitalisations programmées,
de travailler avec un questionnaire, avec donc quelques questions qui nous permettent de voir si vous êtes à risque ou pas de porter le virus. Questionnaire qu'on doit faire au moment où on programme l'hospitalisation, la veille et le jour de votre arrivée. Donc les patientes qui sont concernées par les hôpitaux de jour, vous serez désormais appelées la veille par téléphone pour répondre aux questions. Avez-vous de la fièvre, de la toux, etc. On vous reposera la même question quand vous arriverez. Concernant les déclenchements, on vous fera le questionnaire un peu en fonction du moment où on prévoit le déclenchement, si on a besoin d'en programmer un. Et concernant la césarienne, on vous fera le questionnaire pour les patients qui ont une césarienne programmée quand vous viendrez pour la consultation organisée la veille de la césarienne. Alors, le conjoint peut-il donc être avec nous dans la salle de pré-travail? Le conjoint peut être dans la salle de pré-travail s'il reste. Cette situation, elle peut être éventuellement un petit peu longue parce qu'en fait, la phase de pré-travail, elle peut durer longtemps et pour le conjoint, c'est difficile. Ça peut être long de rester aussi longtemps en salle de pré-travail. De ce fait, nous, ce qui nous paraît bien dans cette situation-là, c'est de laisser éventuellement le temps du pré-travail, votre conjoint prendre un peu l'air et puis le rappeler quand on sent que les choses se précisent. De ce fait, je passe la parole à Sylvie pour la suite de la petite vie à la maternité. Donc comme je vais vous le rappeler, dans les chambres de maternité, les visites sont bien sûr interdites. Aucune visite n'est autorisée, sauf le conjoint. Alors on pourrait penser que dans ces chambres-là, finalement, c'est triste, une maternité sans enfants et sans autre famille. En fait, il n'en est rien. Nous avons à l'heure actuelle 3 mois de recul et nous apercevons qu'en fait, le fait d'être en petit comité avec le papa, le bébé et la maman, un personnel très à l'écoute et une maman aussi très à l'écoute, qui peut se reposer selon son rythme bébé, c'est en fait un facteur de réussite pour l'allaitement. Le plus difficile, éventuellement, c'est ce qui se passe par rapport aux aînés, qui sont très frustrés de ne pas pouvoir voir leurs enfants. Dans l'état actuel de la modernité, je dirais les petits moyens tels que le WhatsApp ou le téléphone de la maman peuvent très bien parler. Et nous respectons dans ce cas-là une demande de sortie précoce privilégiée chez les mamans multiples. Le conjoint qui est confiné peut dormir avec maman. Il a bien évidemment qu'il a à manger aussi pendant cette période-là. Et on tolère en fait depuis peu une sortie quotidienne pour le papa. Tout ce qui concerne les papiers administratifs, déclarations, peuvent facilement être faits le jour de la sortie de la maternité. Ça ne doit pas poser un problème. En ce qui concerne ces directives, nous nous sommes rendus compte, nous personnels, que l'allaitement était facilement privilégié et que le lait maternel, en fait, il reste en tout état de cause aliment privilégié du nouveau-né. J'aime à vous rappeler qu'il n'y a pas de passage de virus dans le lait, que ce lait-là propose la meilleure protection face aux infections et que tout le personnel donne les moyens de soutenir l'allaitement tout aussi bien au moment de votre séjour que après avec le retour à domicile. Celui-ci est organisé par la sage-femme que vous aurez préalablement contacté et avec lequel nous assurons le relais. La sage-femme peut passer à votre domicile dans les 24 heures à 48 heures qui suivent la sortie de maternité. Et la sortie de maternité, bien sûr, est autorisée pour le bébé avec l'aval du pédiatre selon des critères qui sont respectés. Encore, vas-y, passe. Alors, le retour à domicile, bien évidemment, c'est ce que je vous expliquais. Lorsqu'il s'agit d'une sortie précoce, c'est-à-dire à partir de 48 heures après l'accouchement, nous demandons aux parents d'avoir anticipé celle-ci et d'avoir organisé le suivi avec une sage-femme libérale pour un premier passage à domicile à 24 heures lorsqu'il s'agit d'une sortie précoce. Pour toutes les sorties standards, nous préférons également que vous puissiez avoir une sage-femme en relais et celle-ci peut passer au domicile dans les 48 heures. Rentrez donc à la maison avec votre bébé et
Je vais essayer de vous donner quelques directives qui sont pratiquement les mêmes qui étaient présentes même avant cette épidémie de coronavirus, parce que toutes les mesures de protection qu'on va vous donner comme conseil étaient déjà présentes pour protéger les bébés en général contre de nombreux virus et autres micro-organismes dont vous entendez régulièrement parler. Je ne vais pas tous les énumérer, mais vous les voyez là, le virus de la grippe, le virus de la bronchiolite qui s'appelle le virus respiratoire syncytial, le VRS, la rubéole, la varicelle, la coqueluche, etc. Tous ces micro-organismes, en fait, ont le même mode de transmission que le coronavirus. Et donc, toutes ces mesures que vous allez prendre pour protéger votre bébé, bah, vous allez être d'autant plus attentif maintenant avec le coronavirus, mais c'est déjà des choses que que les mamans devaient faire même avant cette épidémie. Alors, comment protéger contre ces virus aéroportés? En fait, il faut, quand on est confiné dans une pièce ou à la maison chez vous, il faut régulièrement aérer des pièces pour faire transiter l'air. Donc, c'est 5 à 10 minutes toutes les heures, par exemple, pour les micro-organismes qui restent dans l'air. On recommande également de limiter les visites quand vous avez un nouveau-né à la maison. Les visites qui viennent vous voir, néanmoins, bien sûr, c'est important pour votre morale, mais il faut vraiment leur demander d'éviter de prendre le bébé et de le passer de bras à bras parce que c'est là que le bébé va se contaminer. Il faut essayer de reporter les visites si vos amis ou si votre famille est malade. Il faut vraiment leur demander de ne pas venir du tout parce que même s'ils protègent le bébé, on ne voudrait pas qu'ils vous transmettent à vous-même les infections. Donc voilà, un message important, c'est de limiter les visites dans cette période. Évidemment, on vous demande aussi d'éviter les sorties dans des endroits confinés. Sortir, vous aérer, faire une petite balade d'une demi-heure pour tout le monde, mais pas dans un endroit fermé, pas dans les restaurants, pas dans les supermarchés, pas dans des endroits confinés. Évidemment, tous les gestes barrières sont importants à suivre comme on vous a expliqué déjà beaucoup dans les journaux et dans les recommandations ces 2 derniers mois. Je ne vais pas les reprendre, mais les gestes barrières sur les lavages de mains et tout ce qui est toucher le visage et le mouchoir, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont très importantes à maintenir dans ce contexte. Et puis quelque chose auquel on ne pense pas vraiment, et ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment enseigner aux grands frères et aux grandes sœurs, c'est d'essayer de ne pas embrasser les bébés ni sur la bouche, ni sur le visage et ni sur les mains, parce que c'est comme ça que les bébés en fait s'infectent. Ils mettent leurs mains à la bouche et donc si le virus se retrouve sur leurs mains, ils peuvent s'infecter rapidement. De manière générale également, on vous recommande toujours de vous laver les mains avant de prendre un bébé dans les bras. Et donc ça, c'est des règles qui sont basiques déjà même avant cet épisode de coronavirus. Qu'est-ce qu'on doit vous dire par rapport à cette épidémie actuelle? Qu'est-ce qui change par rapport à ces mesures de base? Évidemment, si la maman est malade, si elle est contaminée par le Covid, les recommandations actuelles sont les suivantes. Donc, on demande à la maman, bien sûr, de porter un masque en continu dans la pièce, et même si elle ne s'occupe pas de son bébé et quand elle s'occupe de son bébé. Évidemment, il faut retirer le masque quand on dort. L'allaitement, on essaie de le privilégier, bien sûr, si c'est le souhait de la famille et de la maman. Il faut allaiter avec toutes les préventions des gestes barrières et toujours avec l'utilisation du masque. On recommande d'éloigner le berceau du lit de la mère d'au moins 2 mètres pendant les moments de sommeil pour vous séparer, pour faire de la distanciation de 2 mètres avec le bébé pendant le sommeil. On essaye, si possible, de ne pas séparer la maman, même si maman est contaminée. L'idée, c'est que tous les gestes barrières soient suffisants pour protéger les bébés. Donc, on ne va pas séparer la maman de son bébé, sauf si, bien sûr, il y a une situation médicale qui nécessite une utilisation de la maman ou du bébé dans les services de soins intensifs.
Et surtout, il est hors de question de mettre un masque à un bébé. Donc ça, ce sont les recommandations en maman malade. Après, la plupart de vous vous serez pas malade, vous n'aurez pas de signes infectieux, d'infection. Donc, ce qui va être recommandé de manière générale, c'est pas de forcément porter un masque en présence, parce que effectivement, le contact et la visibilité du visage de la maman et du papa, c'est très important pour le bébé. Donc, il n'y aura pas besoin de porter un masque si vous n'êtes pas malade. Bien sûr, on maintient la recommandation de l'allaitement. Vous allez respecter de manière plus importante que d'habitude les mesures de base contre les infections transmissibles. Et encore une fois, je répète, il ne faut absolument pas mettre un masque au bébé, au nouveau-né. Votre bébé va continuer à avoir un suivi médical. Donc, comme vous l'a expliqué ma collègue, la sage-femme que vous avez contactée avant l'accouchement et qui vous a peut-être déjà suivi, va venir voir votre bébé à la sortie de maternité dans les 24 à 48 heures qui suivent la sortie. Donc, votre bébé sera revu à ce moment-là et probablement dans les 2-3 jours qui suivent, les sages-femmes repassent 2 à 3 fois après cette première visite. De maintenir toutes les consultations qui sont recommandées, donc c'est-à-dire la visite du 10e jour auprès du médecin traitant ou du pédiatre si vous avez choisi un suivi par un pédiatre, et puis de maintenir les consultations mensuelles une fois par mois qu'on propose à tous les bébés. Le calendrier vaccinal démarre à l'âge de 2 mois, donc il n'est pas question de le retarder, même en contexte épidémique. Donc, ne retardez pas ces dates de démarrage du calendrier vaccinal. Les raisons pour lesquelles vous devriez consulter aux urgences, soit vous appelez aux urgences le service de néonatologie ou vous rappelez le service de maternité si vous avez des inquiétudes concernant l'état de votre enfant. Une fièvre supérieure à 38, un changement de comportement, une pâleur, une somnolence inhabituelle, des difficultés alimentaires, ou s'il présente une toux, un nez qui coule, des symptômes qui peuvent être en rapport avec une infection virale du Covid, auquel cas votre enfant effectivement sera testé pour voir s'il est contaminé. Voilà. Donc, si malgré tout ça, à la maison, il reste des moments où vous êtes un peu en difficulté, où vous vous sentez un peu seul, vous êtes épuisé, vous êtes très sensible à ce que l'on peut vous dire, vous avez du mal et êtes stressé face aux pleurs de votre bébé, ou que l'allaitement est difficile, ou que vous avez un petit manque de confiance en vous, ne restez pas seul. Vous avez plusieurs moyens de contact. Vous pouvez bien sûr contacter votre sage-femme avec qui vous avez déjà eu une rencontre, ou votre médecin traitant. Le personnel de la maternité est à votre écoute 24 heures sur 24. Il y a aussi possibilité d'appeler le réseau Ombrelle au niveau de l'aide à l'allaitement qui s'appelle Allait Écoute, qui est disponible tous les soirs de 18h à 21h. Tout soutien psychologique est bien sûr possible à distance et c'est important dans cette période. Je dirais la plus grosse chose, c'est l'isolement qui fait vraiment un peu plus peur. N'hésitez pas, appelez. Voilà, on a fait le petit tour de ce qu'on avait envie de vous dire. On n'a certainement pas été complet. On est disposé à répondre à toutes vos questions dans la mesure de nos possibilités. Alors, qui arrive là, qui est: doit-on porter un masque lors du travail et de l'accouchement? Alors, à la maternité, on porte un masque le plus possible. Nous, on porte un masque du matin au soir et on vous demande de porter un masque également le maximum du temps. On ne vous demandera pas de le porter pendant tout le temps du travail, mais par contre, tant que vous êtes seul dans la salle d'accouchement, vous pouvez l'enlever. Si on vient pour faire un soin, on vous demandera de le remettre. Après, pour le temps des efforts expulsifs, où on sait bien que c'est un vrai effort sportif, on ne vous demandera pas d'avoir un masque. On ne vous l'imposera pas.
Si vous souhaitez mettre un masque et que vous accouchez absolument facilement sans avoir besoin de pousser, c'est possible, mais on ne vous l'imposera pas pour l'accouchement. Ça répond à la question. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui arrivent. Alors, entre la salle de naissance et le passage à l'étage après la naissance, est-ce que le père peut sortir pour aller chercher la valise du séjour ou faut-il l'avoir du coup dès le départ? Donc en fait, on a été extrêmement strict au tout début, là au mois de mars. À vrai dire, au mois de mars, il y a même des maternités qui n'acceptaient pas les pères du tout. Donc on a été très 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 strict là-dessus. Là, maintenant, on a allégé un peu. Pour autant, il faut qu'on travaille avec beaucoup de bon sens pour avoir vraiment en tête qu'il ne faut pas qu'on revienne en arrière. Donc, si on peut avoir la possibilité de vous faire rentrer tout de suite avec le conjoint, avec les valises, et tout le monde reste ensemble, y compris les valises, et tout le monde monte à l'étage, ça c'est vraiment la solution idéale. Après, si ça n'a pas été possible pour plein de raisons, parce qu'on sait bien que quelquefois on arrive pour accoucher et puis on est un peu dans l'urgence, on ne vous imposera pas de rester sans votre valise, tout ça parce qu'on ne peut pas faire sortir votre conjoint, donc on travaillera avec bon sens, il fera un aller-retour pour chercher la valise, mais c'est tout. Ce qui est vraiment pas autorisé, ce sont les allers-retours multiples. Et donc, hormis ce jour spécifique de l'accouchement et cette petite exception pour aller chercher la valise, une fois que le conjoint quitte la maternité, il la quitte pour la journée. C'est-à-dire qu'il ne peut plus revenir le jour même. Et on ne peut pas actuellement revenir là-dessus parce que sinon on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'abus et qu'on se retrouvait avec cette situation strictement interdite des entrées-sorties intempestives. Je ne sais pas si je voudrais juste rajouter quelque chose. Par exemple, pour le jour de la sortie, si le papa va faire la déclaration en mairie et qu'il ne revient pas, le personnel de la maternité est tout à fait à même d'aider la maman à descendre au rez-de-chaussée avec ses affaires et le bébé. Donc le personnel aide dans ces circonstances-là. Voilà. Mais le personnel ne va pas faire 5 allers-retours toute la journée pour aller chercher des choses que maman a oubliées chez papa. Après, c'est une question pour Elisa. Au retour à la maison, combien de temps devons-nous attendre pour mettre le bébé dans les bras de la famille? Il n'y a pas de temps limite en fait. Je pense que c'est une base. Si quelqu'un est malade, il ne faut pas le donner à bras à la famille. Donc, il n'y a pas vraiment de temps limite. Il faut donner à bras aux personnes qui sont très importantes pour vous. Même dès la sortie, si c'est vraiment un geste qui est important pour vous, en maintenant les gestes barrières. Mais il n'y a pas vraiment de recommandation sur le délai. Les vaccinations de 2 mois, en fait, ne protègent pas contre tous les virus qui circulent. Donc, c'est pas la date des vaccinations qui va changer quelque chose. Donc, malheureusement, j'ai pas de date. Mais encore une fois, du bon sens, les personnes importantes, si vous avez besoin de les mettre à bras, pourquoi pas, mais toujours en respectant les gestes barrières, et ça, je dirais pour les premières années de vie, en fait. Alors, il y a une autre question qui concerne les séances d'apprentissage au portage à la maternité. Nous avions l'habitude de faire des séances de portage hebdomadaires. En fait, la pédopsychiatre qui s'occupe du portage propose un service de passage en chambre et propose des séances de portage individuellement pendant le séjour. C'est le jeudi, c'est toujours le jeudi. Non, le mardi, le jeudi, le vendredi. Elle passe tous les jours en maternité, du coup. Elle se propose d'être aidante à titre individuel. Il y a aussi une autre question, on nous demande si le papa dort avec nous, est-ce qu'il peut sortir une fois par jour et revenir pour la nuit? Il est bien évident que la maternité n'est pas une prison, si c'est qu'une seule fois par jour, c'est tolérable, mais ça ne sera pas 4 ou 5 fois, bien évidemment. Ensuite, est-ce que le séjour à la maternité est écourté?
C'est pour toi aussi. Alors, le séjour à la maternité peut être écourté en respectant les règles qui sont celles d'un nouveau-né qui est né à terme, et de préférence, il est écourté pour les mamans dont c'est le deuxième bébé. Lorsqu'il s'agit d'un premier bébé, cela est discuté en partenariat avec l'équipe. En général, le séjour, c'est quand même que 3 jours, donc c'est 3 jours et 3 nuits uniquement avec le papa et le bébé à la maternité, ce qui n'est pas si long. Le retour qu'on a au niveau des mamans est très, très positif parce qu'elles disent qu'en fait, elles se reposent vraiment et que c'est très calme. Alors après, il y a la question du Wi-Fi. Wi-Fi dans la chambre. Alors oui, il y a le Wi-Fi dans la chambre, mais je ne suis pas sûre que vous puissiez faire le Wi-Fi au niveau de la télé. La télé est disponible dans la chambre, mais nous, ce qu'on propose facilement, c'est le partage WhatsApp avec le téléphone. C'est beaucoup plus pratique et beaucoup plus maniable. Parce que la télé étant accrochée au mur, faire le Wi-Fi avec le bébé, c'est un peu difficile. Si jamais le papa est absent pour le début du travail, peut-on se faire accompagner par une autre personne et faire rentrer le papa quand il est arrivé? Donc ça c'est non. Je suis désolée. C'est une question qu'on a souvent. Alors, je vais vous expliquer. Donc, c'est à nouveau pour l'histoire d'avoir le moins de personnes qui entrent et qui sortent. Et en fait, si la règle de l'accompagnement par le conjoint a été autorisée en maternité, c'est parce que le conjoint fait partie du même foyer que la patiente. De ce fait, c'est le même environnement viral. C'est-à-dire que si finalement il devait y avoir un Covid un peu sous-jacent chez madame, bah, le fait d'avoir monsieur avec n'augmente pas beaucoup le risque. Alors que si on a 2 personnes de foyers différents, là, ça augmente complètement le risque. Donc non, c'est vraiment le conjoint. Au regard des conditions, quand conseillez-vous de faire sa valise de maternité? Il faut l'avoir prête le dernier mois de la grossesse, je pense. L'idéal, c'est ça. Et à chaque fois qu'on se rend à la maternité, il vaut mieux avoir la valise dans la voiture. Ça me paraît la solution la plus simple. Vous la préparez début du 9e mois. Vous n'êtes pas obligé de la fermer tout de suite, mais au moins toutes vos affaires sont prêtes. Si vous partez, vous la mettez dans votre coffre. Et puis peut-être elle aura fait un aller-retour dans le coffre pour rien, mais ce sera plus commode. Les mamans célibataires ne peuvent donc pas être accompagnées de quelqu'un d'autre. Alors là, on travaille avec beaucoup de bon sens également. Et si vous êtes absolument seul et que vous avez l'aide de votre personne de confiance, c'est quelque chose sur lequel on peut être ouvert. Mais là où je veux vraiment qu'on soit clair, c'est que quand il y a un conjoint, c'est le conjoint qui est présent. Je voudrais savoir si le papa pourra passer les nuits de séjour aussi, qu'il soit confiné aussi avec la maman dans la chambre ou la mère passe ses nuits seule avec son bébé. Toutes les 3 personnes sont confinées dans la chambre en même temps. Il n'y a pas de souci. Le papa, il reste avec maman. On a des lits d'appoint qui sont confortables pour 2 ou 3 nuits. Il n'y a pas de souci. Le papa n'est pas séparé de maman. Donc, si le papa choisit de rester, papa, maman et bébé sont confinés ensemble dans la même chambre pendant tout le temps du séjour. Qu'est-ce qui est prévu par la maternité en termes de produits d'hygiène, couches, etc. Sylvie? Alors, la maternité fournit le paquet de couches nécessaire, juste un paquet de couches pour la durée du séjour. En ce qui concerne l'hygiène, bien sûr, vous pouvez amener votre propre produit, vos propres vêtements et votre savon personnel, traditionnel. Aucune visite de la maternité en présentiel ne sera possible avant l'accouchement, j'imagine. Donc, en effet, en l'état actuel des choses, donc on attend, hein, on est aux aguets des différentes recommandations, mais en l'état actuel des choses, non, il n'y a plus de visite organisée pour la maternité. Il est possible
que nous puissions, dans un avenir plus ou moins proche, faire un film un peu selon les films qu'on a fait là, mais qui soit plus étoffé, c'est-à-dire en allant plus dans les différentes salles et en vous expliquant mieux, pour faire un remplacement virtuel d'une visite de la maternité. Ce sera aussi bien qu'en présentiel, mais en attendant, ce sera tout de même mieux que rien, mais en attendant, malheureusement, non. C'est quoi? Le papa doit dormir avec nous. Oui, il y a des lits disponibles amovibles. On fournit bien sûr l'oreiller et le drap pour le papa. Pas de souci. Est-ce qu'on peut apporter son coussin de grossesse en salle de travail? Ça, c'est une colle. En suite de naissance, le coussin de grossesse pour l'allaitement, Ouais, vous le prenez. Bon, Donc donc en en salle de salle de naissance naissance, aussi. Oui. Non, Ouais. parce que nous, on a les nôtres, mais si la Oui. maman veut le sien personnellement, Bah, c'est dans sa valise. c'est donc dans sa pourquoi pas. valise. Oui, oui. Ouais, tout à fait. Le parking de la maternité sera-t-il réouvert bientôt? Alors, là, cette question, je comprends votre question. Là, on n'est pas du tout dans mon ressort. Et malheureusement, je n'ai pas anticipé cette question et je n'ai pas pu demander à qui de droit ce qu'il en est sur l'ouverture du parking. Peut-être quelqu'un en backup peut-il aider, mais non. En fait, non, malheureusement, je ne peux pas vous répondre. Je suis désolée. J'essaie de voir si quelqu'un peut nous avancer sur le parking. Comme il n'y a pas eu d'atelier de portage, est-ce qu'on peut apporter son écharpe pour quelques conseils? Ben, dans la chambre de maternité, une fois que vous avez accouché, oui. Il faut la prévoir dans votre valise, bien sûr. Vous mettez votre écharpe dans votre valise et comme la psychomotricienne passe faire des conseils en individuel, elle pourra de ce fait vous donner les conseils avec votre propre écharpe. Oui, Ben, on a des ballons. On a des ballons, on a tout ce qu'il faut. On a des ballons, on a des galettes, on en a dans toutes les salles. Donc, de ce fait-là, ça, il faut vraiment, il n'y a pas besoin d'emmener ce matériel-là. Les séances de préparation à la naissance sont-elles accessibles, même si on bénéficie déjà d'une préparation en libéral? Alors, vous avez le droit via la CPAM à 8 séances de préparation à la naissance. Vous pouvez les faire chez la même personne tout en libéral ou tout à l'hôpital ou en effet en mixant. Après, si vous dépassez ces 8 séances, là, elles ne sont plus prises en charge par l'assurance maladie. Lors du rendez-vous à la date du terme, dois-je me rendre aux urgences seule ou le papa peut-il m'accompagner? Donc, c'est cette situation où vous rentrerez dans les urgences en étant seul, puisque dans le secteur des urgences, il n'y a pas d'accompagnant. Donc, vous rentrerez seul, vous aurez votre consultation de terme par la sage-femme. Si au final, il n'y a pas de raison de vous garder en maternité et que vous sortez, vous serez ressorti avec une simple consultation. Si à l'issue de la consultation de terme, il y a une raison d'avoir un déclenchement, par exemple, vous avez une hypertension ou il manque du liquide ou je ne sais quoi, et que dans ces cas-là, vous passez dans le secteur des salles de naissance, là, on demandera à votre conjoint d'aller chercher la fameuse valise et de vous rejoindre en salle de naissance. Alors, je ne sais pas s'il y a encore des questions. J'espère en tout cas que ça aura répondu à vos attentes. C'était une première pour nous, ce genre de communication.
Donc, j'espère que vous aurez été indulgente avec ce qu'on a pu vous présenter. Si c'est un moyen de communication qui convient, c'est peut-être des choses qu'on pourrait refaire de temps en temps. Et donc, si au niveau technique c'est possible, ce qui me paraît possible, je pense que l'enregistrement de cette séance sera donc disponible sur le site internet. Voilà, je vous souhaite à tous et toutes une bonne fin de grossesse, un bel accouchement, en espérant vous voir rapidement. Et puis voilà. Merci On d'avoir vous été dit à au revoir. notre écoute et à Merci. bientôt. Au revoir. Au revoir.